Pour l'instant, Pete Buttigieg et Bernie Sanders récoltent le plus de délégués dans la course à l'investiture démocrate, mais aucun des deux ne parvient à franchir la barre des 30% lors des deux premiers caucus primaires. L'échéance du Nevada et de la Caroline du Sud qui sont à venir vont être très importantes parce que ça va être un électorat plus divers sur le plan de l'origine. Et donc Joe Biden espère prendre un peu sa revanche sur notamment Pete Buttigieg. On est très incertain sur la manière dont il va être capable de séduire cet électorat-là, cet électorat de primaire, pour la suite, parce que pour l'instant, ce n'est pas un candidat qui séduit cette partie-là de l'électorat démocrate. Sanders pourrait faire mieux chez les minorités. L'avantage qu'ont ces deux candidats qui pour l'instant sont en tête, c'est que comme la dynamique pour l'instant est en leur faveur, ils récoltent plus de dons pour faire campagne, donc ils ont un petit temps d'avance sur les publicités, sur les dépenses qu'ils peuvent faire par rapport à un Biden ou à une Warren. Il faudra surveiller aussi le score de Claude Bouchard, qui a fait une très bonne prestation dans le New Hampshire. Est-ce qu'elle va confirmer ça par la suite? On attend aussi le Super Tuesday de début mars avec l'entrée dans la compétition de Mike Bloomberg, qui jusqu'ici s'est tenu à l'écart des primaires, mais qui compte bien jouer sa carte. Et il faut voir comment l'électorat démocrate, en tout cas les militants démocrates, vont le soutenir ou pas. Et donc ça fait un nouveau venu dans le jeu des primaires et des caucus, qui va nous en dire un peu plus pour la suite. Alors Bernie Sanders n'est toujours pas membre du Parti démocrate, ce qui lui donne aussi une couleur un peu anti-establishment dont il sait habilement jouer. La différence par rapport à 2016, c'est qu'il n'avait qu'une adversaire face à lui, Hillary Clinton. Là, il y a beaucoup plus d'adversaires, et notamment beaucoup plus d'adversaires dits modérés du Parti démocrate, dits centristes, même si leur programme s'est quand même beaucoup plus déplacé vers la gauche par rapport à 2016. Toute la question est de savoir si Bernie Sanders, qui est populaire chez les jeunes, chez les minorités aussi, et dans toute une partie de la population qui a envie d'un véritable changement de politique aux États-Unis, va être capable d'élargir sa base électorale, non seulement pour l'emporter dans les primaires, mais aussi et bien sûr pour l'emporter le 3 novembre prochain face à Donald Trump. Est-ce qu'il va se construire l'image d'un homme politique qui rassemble au-delà de ses idées stricto sensu? Est-ce qu'il va pouvoir faire adhérer à son programme des gens qui sont plus à droite du Parti démocrate, voire certains indépendants, avec un discours rassembleur, avec un discours d'unité nationale? C'est toute la question. Pour l'instant, on est très en attente de savoir la suite. Il faut se rappeler que le vote des militants du Parti démocrate, ce n'est pas le vote des électeurs qui penchent plutôt du côté démocrate ou qui sont du côté des indépendants. Toujours garder en tête cette différence, et avec Sanders, c'est d'autant plus incertain parce qu'il a un programme quand même assez radical, et même si on sait bien que s'il est élu en novembre prochain, il n'appliquera jamais l'intégralité de son programme, il sera quand même contraint de l'atténuer, notamment sur le plan du coût social que ce programme implique. Donald Trump n'a jamais cessé d'être en campagne depuis qu'il a été élu en 2016. Chaque semaine ou presque, il tient des meetings auprès de ses supporters dans certains États clés, mais finalement dans une grande partie du pays. Et on retrouve toujours cette rhétorique d'une menace qui pèserait sur l'identité de l'Amérique, l'identité sur les questions de liberté, sur les questions d'identité blanche, patriarcale, que finalement menacerait
les immigrés, ceux qui ne sont pas de vrais Américains, entre guillemets, qualifiés de plus en plus d'illegal aliens, comme si les immigrés étaient tous illégaux et étaient tous aussi étrangers à l'identité américaine. Et puis une menace que feraient peser les démocrates, qualifiés très régulièrement de dangereux socialistes, qui voudraient mettre à mal les valeurs de l'Amérique, qui engageraient une guerre culturelle contre les Américains en voulant imposer des normes et des réglementations sur la santé et surtout les sujets de la vie des Américains. Ceci masque le fait que Trump n'a pas respecté les promesses qu'il a faites en 2016 aux oubliés de l'Amérique, c'est-à-dire aux classes populaires, dans lesquelles il a fait de bons scores, et auquel il avait promis une assurance santé plus juste, un grand plan d'infrastructure pour améliorer les conditions de transport, auquel il avait promis une justice fiscale, etc., etc. On voit que de nouvelles coupes sont prévues dans Medicaid. On voit que le mur le long de la frontière mexicaine qui devait être payé par le Mexique va être financé par l'État fédéral américain et ça va être pris sur certains budgets sociaux. Il faut satisfaire d'autres projets, d'autres ambitions du président. On l'a vu avec la grande réforme fiscale qui a essentiellement servi à satisfaire les intérêts des grandes entreprises et des plus aisés. Et donc, finalement, cette partie de l'Amérique que Trump voulait séduire pour qu'elle vote pour lui, les classes populaires, la petite classe moyenne ont été les grands oubliés de la politique de Trump et les projets de budget qui sont en train d'être dévoilés et le programme du candidat Trump vont poursuivre cette dynamique.